Je peux être le messager entre les mondes? Quoi, comment ça, c'est encore un corbeau qui a eu le rôle? C'est toujours eux qui ont les rôles cool. Bande de merde. Eh bah, j'aurais jamais cru m'intéresser un jour à l'univers DC Comics. Salut, c'est Jérémy, bienvenue dans le monde des séries. Aujourd'hui, on va parler d'une série attendue depuis longtemps, Sandman, qu'on pourrait traduire en Marchand de sable en français. Il s'agit d'une adaptation de The Sandman, un comic book écrit par Neil Gaiman, qui d'ailleurs bossera sur la série. Et la plupart du temps, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que l'auteur n'est pas très loin de l'adaptation. Encore plus dans une œuvre de fantasy ou de SF d'ailleurs. La plupart du temps, c'était pour toi. Pour le cas de Neil Gaiman, il est assez productif niveau série, avec notamment Good Omens et American Gods, qui sont deux superbes adaptations. Sandman est une histoire qui prend place dans l'univers DC Comics en mettant en scène les Endless, les Infinis, une sorte de divinité bien particulière. Les premières publications arrivent à la fin des années 80, et dès les années 90, Warner songe à développer un film. Jusqu'à une dizaine d'années plus tard, où finalement l'option d'adapter ça en série va être choisie. Et après des propositions à différents réseaux de diffusion, dont HBO, qui refusera pour une question de budget, c'est finalement Netflix qui va accepter le projet. Et la série sera développée avec un budget de 15 millions par épisode. On part donc sur un chantier colossal, mais avec un potentiel de fou. Et vu ce qui se prépare chez la concurrence, c'est pas forcément un mauvais move. Cette première saison en 10 épisodes va se baser principalement sur les deux premiers comics. Mais que faites-vous de la vie que vous menez chaque nuit quand vous fermez les yeux? Sandman nous raconte l'histoire de Dream, Rêve, ou le Seigneur des Rêves, ou Morpheus, ou Sandman du coup. Quand on est quasiment aussi vieux que le monde, on a le temps de changer de nom. Dream va se retrouver enfermé dans le monde éveillé pendant une centaine d'années. Une captivité provoquée par des humains qui n'avaient pas forcément les meilleures intentions du monde. Et bien évidemment, ces actes auront des répercussions assez désastreuses sur le monde éveillé et le monde rêvé. On pourrait dire que c'est un petit peu le désordre. Et afin de remettre de l'ordre dans les mondes, il va devoir retrouver des objets puissants qui lui appartiennent pour retrouver la pleine possession de ses pouvoirs. Et avec le bordel ambiant, c'est pas gagné. Avez-vous conscience des dégâts que vous avez infligés à votre monde? Dream est interprété par Tom Sturridge, que je connaissais surtout pour son rôle dans Good Morning England. Ensuite, ça peut ne pas marcher, et moi je passe pour le plus grand crétin du monde. Chut. Je dois avouer qu'au début, j'étais un petit peu sceptique, de peur qu'il paraisse trop jeune, trop naïf. Mais bonne surprise, il s'en sort vraiment bien. Et c'est un personnage qui saura être aussi bien très antipathique par moments, et tout l'inverse à d'autres. Bon, de manière générale, on est face à un sacré casting, pour un panel de personnages tout aussi remarquable. On peut citer Charles Dance, dans le rôle pas très subtil d'un homme froid et manipulateur, comme il connaît plutôt bien finalement. Stephen Fry, dans le rôle d'un Anglais, tout ce qu'il y a de plus cliché. You sound English? Thank you. Et même s'il n'apparaît pas beaucoup dans la série, je crois qu'il est devenu quasiment instantanément un de mes personnages préférés. Également Jenna Coleman qui joue Johanna Constantine, une aristocrate, une actrice qui s'y connaît très bien en étrangeté. Gwendoline Christie, de son petit nom Lucifer, Reine des Enfers. Ou encore, bien sûr, l'un des meilleurs dans son rôle, David Thewlis, dans le rôle d'un personnage très perturbé. Pour le décrire simplement, on va demander à Jeff. Ce que vous faites ici est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Pour 10 épisodes, il y a vraiment un gros paquet de personnages à découvrir, placés dans des époques et même des univers différents. Dit comme ça, au premier abord, ça pourrait très vite tourner au brouhaha très confus. Mais au final, ils y vont petit à petit, un chapitre après l'autre, rendant le tout plutôt clair. Et puis bon, tous n'ont pas besoin d'être développés à mort pour être cool. Notamment quand ils viennent d'autres univers d'ailleurs. Bon, il faut quand même que je dise un mot sur le Corinthien interprété par Boyd Holbrook. Un des antagonistes principaux de la série et qui, contrairement à beaucoup d'autres, apparaîtra très régulièrement au fil de la saison. Et même si le perso est sympa en soi, je trouve qu'il est loin d'être le perso le plus intéressant à développer, surtout quand on voit son climax. Un indice pour ceux qui ont vu la série, pirate. Là où d'autres personnages mériteraient clairement plus de développement, notamment du côté des humains. Parce qu'on a beau créer X personnages extraordinaires, au bout du compte, les hobbits sont souvent les plus intéressants. Quand on me parle d'un monde rêvé, je suis toujours curieux de voir la mise en scène qu'on peut y faire. Car l'abstrait d'un rêve peut justifier à lui seul des plans improbables, qui seraient incohérents dans un monde normal. On peut s'amuser à briser des règles, jouer à faire des déformations optiques, et rien qu'avec ça nous faire ressentir qu'on est dans un autre univers. Tiens regarde, là on est dans le monde réel, et là, paf, dans un rêve. Et du coup c'est forcément intéressant de varier, créant une différence claire avec le monde éveillé. Pour qu'au final cet univers ait du sens pour ce qu'il est. Et ici, niveau visuel, ils ont vraiment mis le paquet, notamment au niveau des rêves d'ailleurs.
Dans un format cinémascope, ils nous font de superbes balades, dans des décors grandioses et face à des personnages hauts en couleur. Ah, mon cher Grégory. Et pour le coup, ça commence dès l'intro qui nous donne un bon aperçu du monde rêvé. Plusieurs astuces sont utilisées pour marquer ce monde. Le plus marquant est sûrement le plan sur la porte du royaume, avec un sentiment de gigantisme, accentué par un effet grand angle qui déforme complètement la porte. On est clairement dans une série blockbuster. On en prend plein les yeux, peu importe l'univers d'ailleurs. Bon, je parle, mais des images c'est bien aussi. Oh, que c'est joli les plans. Malgré tout ça, pour modérer un petit peu, la réalisation n'est pas toujours extraordinaire et s'avère beaucoup moins intéressante par moments. Je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Tout n'a pas toujours besoin d'être super propre, hein, c'est pas une pub. Le don de l'éternel sommeil. Je ne connaissais pas l'univers, et en jouant avec les rêves, c'est toujours compliqué de rendre les enjeux concrets. Et là, dès le début, ils résolvent ce problème. On voit rapidement les conséquences de la captivité de Dream, et ça tape fort et partout. Il y en a partout, merde. Ça m'a permis dès le début d'être plongé dans l'histoire et conscient de l'impact du monde des rêves. Et ça, c'est trop cool. Tout ça fonctionne alors qu'ils sont partis d'un château de cartes. La maladie du sommeil, c'est ainsi qu'on la baptisa. Faut dire qu'avec autant de lieux, autant de personnages, c'est compliqué d'être pertinent tout le temps pendant 10 épisodes. Et même si y aller étape par étape est plutôt une bonne idée, c'est pas non plus infaillible. Les personnages importants ne seront là que le temps de leur fonction. On ne prendra pas vraiment le temps de les connaître, rendant les épisodes pour la plupart excellents, mais qui ne communiquent pas forcément bien les uns avec les autres. Presque une étonnante frontière avec l'anthologie. Note pour l'épisode 24 heures, un huis clos vraiment remarquable. Alors, j'ai vu que la série était interdite aux moins de 18 ans, et je dois vous avouer que je vois pas très bien pourquoi. Surtout quand on a un Squid Game qui est interdit aux moins de 16 ans à côté. Avec une classification comme ça, ils auraient pu être beaucoup moins sages. Par exemple en rendant l'enfer, je sais pas, un peu plus infernal. Et lui permettre de s'éloigner un petit peu plus de toutes ces séries ados sur Netflix, en renforçant l'histoire au passage. De manière générale, Sandman est un sacrément beau spectacle. Je m'imagine assez bien le travail colossal pour mettre tous ces univers en images. Et le résultat fonctionne plutôt bien. Et pour l'adaptation de comics, avec plein de situations qui auront fonctionné très bien plutôt en dessin animé, bravo. Au vu de ce qui reste à explorer, je serais très curieux de voir la suite. Beaucoup de séries aujourd'hui ont du mal à nous convaincre de savoir si la suite est faite pour nous rien qu'avec le premier épisode. Mais ici, le premier épisode joue vraiment son rôle. Au bout de quelques minutes, on sait déjà dans quoi on s'embarque. Vraiment dommage qu'il n'ait pas pu traiter tous les personnages autant qu'ils le méritent. On verra par la suite, s'il y en a une, ce que la série nous réserve. Notamment en ce qui concerne les infinis. Mort et désir, je vous attends. Si vous aimez les gros univers de fantasy pleins de personnages extraordinaires, mais que vous n'aimez pas forcément les super-héros, je vous conseille de jeter un coup d'œil à Sandman, ou Rêve, ou Oneros, ou Morpheus, ou le monsieur dans la lune. Eh bon, ok, le dernier, c'est moi qui l'ai inventé. Car regarde. Oh, c'est un bébé gargouille. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez vu Sandman, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, regarder mes autres vidéos, enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!